Le 28 mars 2026, Kanye West sort Bully, son 12e album studio. En une semaine, 152 000 unités vendues. Numéro 2 au Billboard, près de 100 millions de streams et 2 SoFi Stadium sold out à Los Angeles. Le marché a parlé, Kanye a toujours autant de succès commercialement. 10 jours plus tard, Pepsi retire son sponsoring du Wireless Festival de Londres après 11 ans de partenariat, parce que Kanye y est programmé en tête d'affiche. Diageo suit, Rockstar suit, PayPal suit, le Premier ministre britannique condamne publiquement la décision du festival et les conséquences vont être énormes. Kanye se retrouve interdit de territoire au Royaume-Uni et le Wireless Festival se retrouve tout simplement annulé. On parle du même artiste dans la même semaine, d'un côté des millions de gens qui l'écoutent et de l'autre des institutions entières qui refusent d'y associer leur nom. Et ça nous ramène à une question qu'on croit simple. Faut-il séparer l'homme de l'artiste ? Moralement, la réponse semble évidente. Mais quand tu creuses, quand tu regardes comment ton cerveau fonctionne, comment l'industrie est construite et comment l'argent circule, tu réalises que la réponse est bien plus complexe. Pour comprendre pourquoi Kanye West est devenu le cas le plus extrême de cette question, il faut poser un peu de contexte. Connaissez-vous la Kanye Theory ? C'est très simple. Kanye sort des projets, musique, vêtements, sneakers, c'est un génie. Puis petit à petit, il enchaîne les déclarations toxiques et se fait cancel avant de disparaître complètement. Puis il revient, s'excuse, annonce de nouveaux projets et on retourne à l'étape 1, c'est sans fin. On revient en octobre 2022. Kanye multiplie les déclarations antisémites. Il déclare sur un podcast « Je peux tenir des propos antisémites et Adidas ne peut pas me virer ». C'est ce qu'on appelle plus communément un excès de confiance parce que quelques heures plus tard, Adidas le vire. Balenciaga et Gap suivent, toutes les marques avec lesquelles Kanye collaborait coupent les relations. Sa fortune passe de 2 milliards de dollars à 400 millions de dollars du jour au lendemain. Adidas, de son côté, se retrouve avec 1,2 milliard d'euros de stock de Yeezy invendable et enregistre sa première perte nette en 30 ans. On rentre dans l'étape de la théorie où Kanye se retrouve cancel. Puis, 1 an et demi plus tard, en février 2024, Vultures One avec 148 000 unités. En août, Vultures 2 fait 107 000 unités. Les stades se remplissent, les streams grimpent commercialement, côté musical, absolument rien n'a bougé. Retour à l'étape 1, c'est un génie. Puis en mai 2025, Kanye sort un morceau intitulé Hail Hitler. Le titre est évidemment banni de toutes les plateformes de streaming. L'Australie révoque son visa. Il vend des t-shirts à croix gammée sur son site. Retour à l'étape où Kanye est cancel. Puis en janvier 2026, pivot à 180 degrés. Dans le Wall Street Journal, Kanye s'excuse, invoque un épisode maniaque, un trouble bipolaire de type 1 et un traumatisme frontal non diagnostiqué depuis son accident de voiture en 2001. 2 mois plus tard, en mars 2026, Bully sort 152 000 unités en première semaine et Rolling Stone confirme un détail crucial. L'album avait été enregistré avant les excuses publiées dans le Wall Street Journal. Ce qui veut dire que l'ordre n'était pas se repentir puis créer, c'était créer puis tenter une stratégie de réhabilitation avec des excuses pour ensuite maximiser la distribution et les ventes. On comprend alors que tout ça n'était qu'une stratégie commerciale et non pas un cheminement personnel. Et pourtant, 152 000 personnes ont acheté, des millions ont streamé, des stades se sont remplis. Alors pourquoi est-ce si difficile de séparer l'homme de l'artiste ? Commençons par toi, par nous. Par ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui apprend qu'un artiste qu'il aime a fait quelque chose d'impardonnable. En 2013, des chercheurs de l'université de Pennsylvanie ont publié une étude sur ce qu'ils appellent la dissociation morale. L'idée est simple. Face au scandale d'une figure publique, ton cerveau a 3 options. Option 1, la rationalisation morale. Tu minimises la gravité de l'acte, il a dit ça mais il le pensait pas vraiment, c'était un épisode maniaque, il était malade, tu cherches des circonstances atténuantes pour réduire le malaise. Option 2, le découplage moral. Tu reconnais que l'acte est grave mais tu décides consciemment de séparer le jugement moral du jugement de performance. Kanye est un être humain horrible mais il a sorti College Dropout. Tu ne pardonnes pas, tu compartimentes. Et la troisième option, le couplage moral. Tu refuses la séparation, l'acte de la personne contamine l'œuvre.
tu ne peux plus écouter sans entendre la personne derrière. Et voilà ce que l'étude montre. La deuxième option, donc le découplage moral, le fait de séparer l'homme de l'artiste, serait la stratégie préférée. Dans les expériences menées, environ 2/3 des participants la choisissent spontanément. Pas parce qu'il manque de morale, mais parce que c'est la seule option qui te permet de continuer à apprécier la performance sans compromettre tes valeurs. Tu condamnes et tu écoutes, c'est confortable et ça coûte rien. Mais cette étude révèle aussi une limite. Le découplage fonctionne quand la transgression est sans rapport avec la performance. Un sportif qui fraude le fisc, c'est facile à découpler. Ses impôts n'ont rien à voir avec son jeu. Par contre, un sportif qui se dope, c'est beaucoup plus dur. La transgression est dans la performance elle-même. Et le cas de Kenyé pose un problème. Parce que dans l'art, l'artiste est l'œuvre. Ce n'est pas un acteur qui joue un rôle, c'est un homme qui se met en scène, qui utilise sa vie, ses opinions et son image comme matière première. Quand Kenyé chante sur ses morceaux, c'est Kenyé qui parle. Le découplage devient un exercice mental beaucoup plus coûteux, et c'est pour ça que le débat est si intense autour de lui. Il y a un deuxième mécanisme encore plus puissant, la relation parasociale. En psychologie des médias, une relation parasociale, c'est un lien émotionnel à sens unique entre un spectateur et une figure publique. Tu as grandi avec sa musique. 808 Heartbreak t'a accompagné dans une rupture. My Beautiful Dark Twisted Fantasy a défini tes goûts d'ado. Ces souvenirs-là sont les tiens, et pas ceux de Kenyé. Et c'est là que ça devient compliqué. Quand tu défends la musique de Kenyé, tu ne défends pas Kenyé. Tu défends tes souvenirs, tu défends une partie de ton identité qui s'est construite autour de cette musique. Lâcher ça, c'est pas vraiment un boycott, mais c'est un deuil. Et psychologiquement, on résiste au deuil. Alors quand quelqu'un te dit « moi je sépare l'homme de l'artiste », ce n'est pas une prise de position morale, c'est une stratégie cognitive pour gérer un inconfort que son cerveau ne sait pas résoudre autrement. Et quand quelqu'un d'autre te dit « moi je ne peux pas séparer l'homme de l'artiste », ce n'est pas une question de morale non plus, mais c'est que la relation parasociale n'était pas assez forte pour absorber le choc, ou que la transgression est trop liée à l'art pour être découplée. Donc personne n'a tort, tout le monde gère la même dissonance cognitive avec des outils différents. Mais un acteur, dans cette histoire, qui lui, n'a pas du tout les mêmes outils, et pas du tout les mêmes intérêts. Parce que pendant que toi et moi on débat avec notre dissonance cognitive, l'industrie musicale, elle, a une position très claire sur séparer l'homme de l'artiste. Et cette position dépend entièrement de quel côté de l'argent tu te trouves. Un artiste du calibre de Kenyé génère ses revenus sur 3 piliers. Le streaming, le live et les partenariats de marque. Et le cas de son projet Bully vient de démontrer que ces 3 piliers peuvent entrer en guerre les uns contre les autres. Le streaming, c'est la somme de millions de décisions individuelles. Toi, seul sur Spotify qui appuie sur play. Personne ne te voit, le coût moral est nul, c'est un geste privé, une fraction de centime réversible à tout instant et la récompense est immédiate. C'est pour ça que les 152 000 unités existent et c'est pour ça que Kenyé fait 100 millions de streams en 7 jours malgré tout. Le sponsoring, c'est l'exact inverse. Pepsi ne vend pas de musique, Pepsi vend de l'image. Et quand ton logo apparaît à côté du nom d'un homme qui a vendu des t-shirts à croix gammée il y a moins d'1 an, le calcul change. Le risque réputationnel est énorme alors que le bénéfice commercial est nul. Parce qu'en soi, Pepsi n'a pas besoin de wireless pour vendre des sodas. Mais Pepsi a absolument besoin de ne pas apparaître dans un trait viral qui l'associe au nazisme. Le consommateur évalue l'artiste dans l'instant en privé, alors que le sponsor évalue l'artiste à travers le prisme du pire scénario médiatique. Ces deux logiques coexistaient tant que les controverses restaient dans une zone grise. Sauf que Kenyé a poussé le bouchon tellement loin que la zone grise a disparu. Et le résultat, on peut le voir en temps réel. Le site du Wireless Festival affichait encore tous les sponsors le lundi matin. Lundi soir, ils avaient tous été retirés. Le London Stadium de Tottenham refuse de louer sa salle et le gouvernement britannique a interdit à Kenyé de rentrer sur son territoire. Mais malgré tout, ce qui est intéressant, c'est que l'industrie a besoin que le débat séparer l'homme de l'artiste reste ouvert. Parce que son modèle économique est hybride. Les marges du streaming sont trop faibles pour suffire seules. Les festivals, les tournées, les gros événements dépendent du sponsoring. Si la réponse collective à cette question devient « non, on ne sépare pas », alors chaque artiste avec un passé problématique devient un risque pour les partenaires de marque. Et si les sponsors fuient à chaque controverse, le modèle s'effondre. Kenyé là-dedans a aussi déroulé consciemment une stratégie de réhabilitation que l'industrie connaît très bien. Les excuses dans le Wall Street Journal n'étaient pas destinées aux fans, mais aux marques.
Avec cette tribune, un album sans provocation lyrique et 2 dates dans un stade sold out avec Lauryn Hill en guest, puis la tournée internationale pour normaliser le retour, Kanye voulait redorer son image auprès des sponsors. La stratégie a fonctionné à chaque étape, sauf la dernière. Parce que quand les institutions doivent apposer leur logo à côté du nom, elles ne font pas de découplage moral. Elles font un calcul de risque, et pour la première fois à cette échelle, le calcul est négatif. Kanye n'a pas été cancel par ses fans, il a été cancel par ses partenaires. Et c'est une forme de sanction que le streaming, cette somme de gestes privés et anonymes, ne pourra jamais reproduire. Alors concrètement, faut-il séparer l'homme de l'artiste ? Je pense que la question est mal posée, parce qu'elle suppose qu'il existe une seule réponse et que cette réponse est un choix moral individuel. En réalité, on vient de voir que la réponse dépend de qui la pose. Si tu es un auditeur, c'est à toi de gérer une dissonance cognitive avec les outils que ton cerveau te donne. Le découplage, la rationalisation, le rejet, ce sont plus des mécanismes psychologiques que des positions philosophiques. Et ils dépendent de ta relation avec l'artiste, de l'intensité de la transgression et de combien de souvenirs sont attachés à cet art. En revanche, si tu es l'industrie, tu ne te poses même pas la question morale. Pepsi, avant de se retirer du wireless, ne s'est pas demandé si Kanye méritait d'être écouté. Mais ils se sont demandé si Kanye allait rapporter plus qu'il n'allait coûter à l'entreprise. Tu regardes un tableau Excel. Sur la première colonne, on voit que le streaming résiste à tout. Parce que c'est la somme de millions de décisions individuelles et privées. Résultat, ça ne bouge quasiment jamais. Kanye a dit « I am a Nazi », ses streams montent. R. Kelly est condamné à 30 ans, ses streams bondissent de 22%. Le streaming est quasi immunisé contre la controverse parce que personne ne te voit appuyer sur play. Et sur la deuxième colonne du tableau, on voit que le sponsoring ne résiste à rien. C'est une décision publique d'une marque qui associe son image à un artiste. Résultat, ça casse au moindre choc. Et on est arrivé à un point où ces deux colonnes se contredisent. Et c'est tout le modèle qui se fissure parce que l'industrie a besoin des deux en même temps pour fonctionner. Le streaming seul ne suffit pas, les marges sont trop faibles, les festivals, les tournées, les gros événements ont besoin de l'argent des sponsors pour exister. Donc le système repose sur l'hypothèse que ces deux lignes avancent dans la même direction. Un artiste populaire attire des streams et des sponsors. Ce que Kanye avec Bully vient de casser, c'est cette hypothèse. Pour la première fois à cette échelle, la colonne 1 dit oui et la colonne 2 dit non, sur le même artiste et la même semaine. Et si ça devient un schéma récurrent, alors l'industrie a un vrai problème structurel. Elle ne peut plus financer ces événements avec des artistes que le public écoute, mais que les marques refusent de toucher. Si les mécanismes de pouvoir et de stratégie dans la culture t'intéressent, je t'invite à t'abonner. D'ailleurs, j'ai vu plusieurs personnes me faire la demande. Les vidéos sont désormais disponibles en version podcast sur les plateformes audio comme Spotify, Deezer, etc. Suivez-moi aussi sur Instagram et TikTok, il y a souvent des contenus exclusifs. On se retrouve dans les commentaires pour débattre et je vous dis à la prochaine. Salut!